Pas traîner plus, comme ça on peut recommencer à peu près à l'heure. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Il y avait de la neige ici, je ne sais pas pour vous, mais ici en Auvergne il y avait de la neige ce matin. C'était un peu la surprise et c'était un peu la course pour emmener Lisandre à l'école, mais tout s'est bien passé. Il est plus malade, tout va bien. Coucou Oakley, comment ça va? Tu es déjà réveillé? Waouh, ça fait plaisir. Comment ça va? Donc du coup, on va pouvoir faire du code. Ça a un petit peu droppé tout à l'heure parce que j'ai voulu afficher toutes les emotes sur OBS. Évidemment, j'ai pas la connexion pour. On en reparlera dans 3 jours quand la fibre sera installée. Je croise les doigts, je touche du bois pour que ça ne soit pas reporté pour X raisons. Coucou Lénore. Oh, pendant ta pause. Tous les jours 9h30 maintenant. Bah, c'est très bien. Très bien. Très bonne résolution de ta part. T'es pas en récré à cette heure-là, Lénore? Il a neigé hier soir, j'ai pas ouvert mes carreaux. Je suis en cours. Non mais sérieusement. C'est honteux. C'est honteux. Je le note dans le chat. C'est honteux. Lénore. Hop, parce que je pense que tu n'as pas le son. Voilà. Ça y est, les lives matinaux de toi et Clem. Ah bah c'est cool si ça peut aider à motiver. C'est cool. Du coup j'ai pas suivi, dimanche c'est installé. Et ben si tout va bien, ils installent samedi entre 16h et 19h30. Je trouve aussi. Excellent. Et bah du coup on va jouer. On va faire du code. On va jouer de manière utile. Le jeu il est ici. On va partir sur une campagne solo. Comme d'habitude, on va faire une petite prédiction pour commencer. Sur savoir combien de fautes on va faire sur toute cette salle de 40 questions. Qu'est-ce qu'on a à faire là? On a fait 57, on a 58, 59. Ah, full volume pendant que les gamins travaillent en classe. Ah, rédaction sur table. Oh, c'est encore pire. Pendant qu'ils sont en train de bosser, toi t'es sur ton téléphone. Abusé. 58, il y en a 10. 59, il y en a 10. 60, il y en aura 20. J'espère pas à 16h30 les techniciens pro type. Bah tant qu'il me dit pas à 19h samedi, ah au fait je peux pas venir, on reporte à jeudi suivant et que je sais que ce sera pas possible, tout va bien. Après ouais, ils m'ont dit bah il vous appellera quand il sera là, pas de problème. Je sais que la résidence est récente, que c'est équipé
Ah ben j'ai cette appli, tiens, pour réviser. Ah bah excellent. Du coup les questions sont déjà connues, c'est parfait. Impeccable. Moi je la trouve bien faite. Il y a il y a quelques petites questions qui sont pas évidentes en termes de pièges où c'est contestable. En général on en parle sur le Discord. Je l'ai dû la payer 2 euros. Un truc comme ça. C'était en solde sur Steam. Et ça m'étonne pas que ce soit aussi dispo sur appli téléphone. Ça m'étonne pas du tout. Ça manque de petites options en plus. Les mini-jeux sont bien faits. J'avais un prof de fac qui dormait pendant les partiels au lieu de nous surveiller. Du coup, t'as eu des bonnes notes. J'espère. 58, 59, 60, 61. 10, 20, 40, 50. Il y aura 50 questions ce matin. Et du coup, je vais lancer la petite prédiction. Prédiction. Sur 50, combien de fautes je vais faire? Combien de fautes? Oui, combien de fautes, entre parenthèses, sur 50, vais-je faire? Sur 50, on va tourner à 8, 9, entre 10 et 11. Allez, je vais évaluer mon nombre de fautes à 10 ou 11. À 10 fautes ou moins et 11 fautes ou plus. Période de prédiction, vous avez 10 bonnes minutes. Et on commence la prédiction. Voilà. Elle m'a rendu accro cette appli. Bon, tant mieux. Et Cooksurf Daily Shoes, c'est pareil, hein, ça rend complètement accro. Effectivement, difficile de tricher quand on doit créer un monde. C'est ça, la rédaction. Hop là, comme ça vous pouvez pronostiquer, miser vos points de chaîne. Mais le curseur des niveaux bug, c'est-à-dire... Ce panneau m'annonce que je vais descendre de 10 mètres. Tous les 10 mètres, réponse A. Tous les 100 mètres, réponse B. Tous les 1 km, réponse qu'elle était C. vénère sur la triche en voyant et on voyait quand il n'y en avait pas forcément. Ouais. Elle l'a cherché sans se poser la bonne question, quoi. Oula, la prédiction ne s'affiche pas sur mon téléphone. Si, je vois qu'il y a 150 points qui ont été mis, mais ça a l'air de bugger un petit peu. Ouais, c'est Twitch qui bug un petit peu. Bon, c'est pas grave. Ce panneau m'annonce que je vais descendre de 10 mètres tous les 10 mètres. Ça ferait un petit peu bourrin quand même. Le dénivelé négatif comme ça, c'est tous les 100 mètres ou tous les kilomètres? Je crois que c'est tous les 100 mètres. 10% c'est 10 mètres tous les 100 mètres. Ça paraît absolument crédible. Oui, c'est ça. Pas à chercher plus loin. Ce panneau me prévient que la route va descendre de façon assez abrupte. Tous les 100 mètres, je descendrai d'environ 10 mètres. Cette valeur est indiquée sur le panneau et elle peut varier. Oui. Je devrais surveiller ma vitesse et privilégier le frein moteur pour ralentir plutôt qu'un freinage permanent afin de ne pas échauffer les disques et les plaquettes. En effet, passé une certaine température, les freins perdent de leur efficacité et ce peut être définitif. Réponse B. Okay. Bah, il me met plus là où j'en suis. Ah, c'est galère ça. Ça, c'est super galère. Et ah, ça m'a peut-être déjà fait une fois. Après, c'est pas forcément super gênant puisque tu peux te référer aux étoiles que tu as pour savoir à quel niveau tu t'es arrêté, si tu les fais dans l'ordre. Et moi, je les fais dans l'ordre. Mais oui, 10%, oui. Tout était dans le nom. La nuit, le manque de luminosité fausse l'appréciation. Des distances, oui, réponse A, non, réponse B. Des vitesses, oui, réponse C, non, réponse D. Bon, ça me paraît assez obvious. La nuit, le manque de luminosité fausse l'appréciation des distances et des vitesses, oui et oui. La nuit, le champ visuel est particulièrement réduit. Il se limite à ce que l'éclairage public ou les feux des véhicules permettent de voir, souvent pas très loin et pas très large. À cela s'ajoutent les problèmes liés à la faible luminosité. Les formes ne sont pas facilement reconnaissables et on manque de points de repère. Certains objets clairs sont visibles de très loin, ils paraissent alors proches, alors que d'autres ne sont visibles qu'au dernier moment. C'est pourquoi il est très difficile d'estimer les distances et les vitesses la nuit, même si la chaussée est éclairée. Il faut donc ajuster sa vitesse en roulant moins vite que le jour de façon générale et ralentir davantage dès qu'une situation est mal perçue ou qu'il y a un doute. Réponse A et C. Et on n'a même pas parlé des voitures qui oublient de mettre leurs phares la nuit, qui sont des véritables dangers. J'ai un pixel mort là? Oh bah non, pas drôle ça.
Ce panneau peut indiquer Oh, que je me la suis déjà route se fait avoir sur rétrécit. celle-là. Du côté droit uniquement, oui. Et ça, c'est un vrai Réponse piège. A, non. Réponse Ça, c'est B, un vrai piège. du côté gauche uniquement, oui. Réponse C, non. Réponse D. Alors, ce panneau, tel qu'il est, comme ceci, avec un fond blanc, indiquerait qu'il y a un rétrécissement des deux côtés. S'il y a un rétrécissement d'un seul côté, de manière permanente, j'aime pas les voitures qui traînent en plein phare la journée. Ah bah, non mais en plein phare tout court quand elles viennent t'éblouir, c'est pas très responsable de toute façon. Un panneau comme celui-ci, sur fond blanc, avec un seul côté, indiquera nécessairement que c'est de ce côté-là que se fait le rétrécissement. Avec un fond jaune, c'est une exception, il me semble. Ce panneau peut donc indiquer que la route se rétrécit du côté droit uniquement et du côté gauche uniquement, puisque dans le cadre des panneaux travaux, il est possible d'avoir l'exception à la règle que je viens de poser. Le panneau en mode travaux, ouais. Je vais ramasser les copies à plus tard. Bon courage et bonne pause, bon pipi room, en espérant que tu aies le temps d'aller faire pipi. C'est toujours la misère avec les protocoles Covid quand il y a un toilette pour une centaine de profs. Donc oui et oui, pour les raisons que je viens d'exposer. Ce panneau m'informe que la largeur de la chaussée va rétrécir. Cependant, dans sa version temporaire, à fond jaune, il ne donne aucune information. Je ne sais pas si le rétrécissement se fera par le côté droit, le côté gauche ou des deux côtés. Réponse A et C. Et c'est pour ça que l'autre fois sur le jeu des panneaux, je m'étais fait avoir. Et maintenant, je sais bon, je me ferai plus avoir sur ça. Je klaxonne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, on va freiner Je parce que là, freine. il peut déboîter, il a pas vu. Est-ce que je klaxonne? Oui. Non, je suis en agglomération, je vais Réponse pas klaxonner pour C. ça, je fais attention. Et Non. puis, je freine parce qu'il peut Réponse déboîter. D. Quoi? Je klaxonne? Que fait ce cyclomotoriste? Va-t-il regarder dans ma direction à temps, me voir et s'arrêter? Rien n'est moins sûr. Coucou, Alors Shiny je TV. freine, bien entendu, pour tenter de réduire Ah, mais tout moi, j'aurais risque pas de klaxonné parce collision, que, en fait, ou tout au on dit moins le klaxon, ses faut pas conséquences. l'utiliser. Et je klaxonne pour le faire réagir et signaler ma présence. Bon. Réponse A et C. Force de dire, n'utilisez pas le klaxon c'est interdit, klaxon c'est pas en agglomération, bah du coup, j'utiliserai jamais. Bon, très bien. Vous pouvez toujours pronostiquer 11 fautes ou plus avec vos points de chaîne. Hein. N'hésitez pas, profitez-en. Personne klaxonnerait, au pire tu t'arrêtes. Bah ouais, on est d'accord. Dans la pratique, je trouve que la personne klaxonnerait. Et comme il y aurait personne derrière, limite on fait un écart pour éviter de se le tamponner si on ralentit, on s'écarte un peu et puis on lui jette un regard bien mauvais. En mode, t'as pas regardé. Ce panneau est un panneau de danger. Oui. Réponse C'est un A. panneau d'interdiction. Non. Moi je fais Réponse tout en même temps. B. Est mis en place parce que la zone est dangereuse. Alors Oui. dans l'esprit, oui. Réponse C. Oui. Non. Réponse D. Ce panneau est un panneau de danger. Alors, ce n'est pas un panneau de danger, puisque le panneau de danger est triangulaire. Donc, non. Par contre, il est là parce qu'il y a un potentiel danger derrière. Il y a un gros virage qui arrive juste là. Il y a pas de... Les accotements sont pas très bien prévus pour les piétons. Oui, donc c'est pas un panneau de danger. Et il est mis en place. Voilà, il va pas chercher plus loin. Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Voilà. Ici, il s'agit d'un panneau d'interdiction, un panneau de limitation de vitesse, pas d'un panneau de danger. Mais pourquoi est-il là? Parce que l'endroit est dangereux, même si cela ne paraît pas évident pour l'instant. D'ailleurs, c'est lorsqu'un danger n'est pas perceptible qu'il est particulièrement J'imagine redoutable. bien le petit pont juste Les derrière, panneaux sont mis en avec place réduction de parce chaussée qu'ils et sont tout. nécessaires. Celui-ci doit m'inciter à ralentir, bien sûr, jusqu'à 50 km/h Parce que la maximum, route est pas large et à que- chercher pourquoi il a été mis en place. Réponse Et que la B route est pas large. et C. Et qu'il y a un beau virage. Ok. Les piétons qui ont la plus grande zone d'incertitude sont les enfants, réponse A, les personnes âgées, réponse B. J'ai déjà eu cette question. T'as des pièges du genre, je peux voir un panneau d'agglo de 25, 50, 75, 100 mètres. J'avais mis 50 parce que je le savais, mais c'est
Combien vous voulez que je dise 25 aussi. C'est logique, mais tellement évident que tu n'y penses pas. Oui, j'ai déjà eu ce type de questions. Heureusement, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais oui, j'ai déjà eu deux, trois fois des pièges comme ça. Et ouais, c'est un peu fourbe. Mais en même temps, oui, ça prépare l'examen, puisque c'est logique. Donc oui, j'ai déjà vu ce type de piège. Allez, il vous reste 1 minute pour pronostiquer. Si je peux voir un panneau de 50 mètres, bah 25 aussi. Pour pronostiquer 11 fautes ou plus si vous voulez gagner les points de chaîne d'Oclidian. Les piétons qui ont la plus grande zone d'incertitude sont les enfants ou les personnes âgées. La plus grande zone d'incertitude. Qu'est-ce que c'est qu'une zone d'incertitude ? Je crois que le truc c'est les personnes âgées, puisque l'enfant en général se promène pas tout seul, on lui donne la main et du coup la réponse c'est les personnes âgées. Oh sa mère. Les piétons ont une zone d'incertitude importante parce qu'ils peuvent changer de direction ou de trajectoire brusquement, faire demi-tour rapidement, s'arrêter sur place, faire des écarts, voire se mettre à courir, surtout les enfants. Mais non, mais tu laisses pas ton gamin courir sur le trottoir quand il y a des voitures à côté. Moins de risques. Elle est plus réfléchie, mais aussi plus lente. Le risque est normalement moins élevé si elle voit bien, entend bien et a toute sa tête. Ouais, dis donc. Réponse Sympa. A. Bon, ça fait déjà 2 erreurs aujourd'hui. Sachant qu'une fois que tu as eu ton code, tu peux laisser tomber 50% de tout ce que tu as appris parce que tout le monde conduit au feeling. Ça pousse à débat aussi, mais j'aurais dit enfant aussi. Bah, j'ai hésité et une fois j'ai vu une question qui était un peu formulée pareil et la réponse avait été l'inverse. Mais vraisemblablement, la zone d'incertitude concerne les enfants. Essayez de retenir. Je circule sur l'autoroute. Oui. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour prendre cette sortie, j'attends d'être dans la voie de décélération pour ralentir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je suis donc sur l'autoroute avec une aire de repos. Ici, il n'y a pas de discussion là-dessus. Pour prendre cette sortie, j'attends d'être dans la voie de décélération. Bah non, on va ralentir un petit peu avant, parce qu'il faut on est limité à 90 à partir de là. Si je suis à 130 là, je suis en excès de vitesse. C'est moins élevé si, ça et ça et ça. Merci la réponse. Et je m'endors, bon live les gens. Merci d'être passés. Des bisous et bonne nuit. Je circule sur l'autoroute comme l'indique le panneau à fond bleu. Ma vitesse est donc certainement supérieure à 90 km/h. Pour emprunter cette sortie, je dois être à 90 km/h maximum à hauteur du panneau. C'est ça. Il est donc grand temps de commencer à Il est même un ralentir petit peu sans tard. attendre d'être dans la voie. Réponse A et D. J'imagine bien les gens qui bourrent en arrivant devant un péage et qui continuent de rusher jusqu'au dernier moment. Hop. Et quand ils voient le panneau halte péage, hop, ils pilent. Passager de la voiture, je me rends compte que le conducteur ne respecte pas les intervalles de sécurité. Je ne lui dis rien pour ne pas l'énerver. Réponse A. Je lui descends fais de la remarquer voiture et je je lui termine à demande de pied. les respecter. Réponse B. Je me rends compte que le conducteur ne respecte pas les intervalles. Bah, je lui dis parce que j'ai pas envie de tester son airbag. Oui, on lui demande. Enfin, moi je le fais en tout cas. Je me prends pas la tête. Si le conducteur je ne suis parti respecte pour pas l'airbag. les intervalles de sécurité ou qu'il roule trop vite, qu'il prend des risques, il se met en danger ainsi Mais que c'est ses pas vrai, il faut se prendre passagers des PV et les au autres date. usagers. J'ai pas Il envie est de de perdre mon de l'argent. devoir de le lui faire remarquer. Même s'il le prend mal, il réfléchira, surtout si un autre passager lui dit la même chose. Cela aura une action positive sur sa façon de conduire. Réponse B. Et accessoirement, la personne devant peut piler sans qu'il s'en rende compte et ce serait pas sa faute, mais il se l'emplafonnerait quand même, donc il vaut mieux faire gaffe. Et lui dire. Le réglage du Non, je veux thermostat pas de des la questions comme ça. climatisation a une influence sur Oh. la consommation de carburant. Oui, bah oui. Réponse A. Oui, bah ça va, c'est facile Non. en fait. Réponse B. Le CO2 rejeté par ma voiture. Oui. Réponse C. Non, engendre Non. l'autre. Réponse D. J'avais peur que ce soit comment régler le thermostat, machin, tout ça. Pff, j'y connais que dalle à ça. Par contre, là, la consommation de carburant, bah oui, plus on utilise la clim, plus on demande de faire du froid, par exemple, plus ça va consommer et donc plus ça va rejeter de CO2. Et là, c'est plus de l'éco-conduite. Pour fonctionner, dans le sens la où climatisation on a utilise besoin bien sa d'énergie. voiture. Celle-ci lui est fournie Plutôt par que le du- moteur, ce qui lui demande un effort plutôt que supplémentaire, entraînant de la une technique hausse de et la du- consommation de Je sais pas comment on carburant. appelle ça. Plus on demande d'air frais depuis le thermostat de la climatisation, plus elle fonctionne souvent et longtemps, donc plus la surconsommation est importante. Or, plus de carburant consommé, Voilà. c'est aussi plus de CO2 rejeté dans l'atmosphère, donc plus de pollution.
Réponse A et C. Bref, ça n'avait rien à voir avec la notice d'utilisation et du véhicule. Parce que ça, c'est un peu ma hantise. C'est toutes les questions horribles. Lorsque je conduis, mon temps de réaction risque d'augmenter. Si je mange un sandwich, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je fume une cigarette, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors d'abord, on n'insulte pas les gens qui mangent des sandwichs. Hein, parce que sinon je vais me fâcher. Lorsque je conduis, mon temps de réaction risque d'augmenter si je fais autre chose ou si je fais autre chose. Donc oui et oui. Fumer ou manger un sandwich en conduisant Oui, sont tout une à fait. source de distraction qui a pour effet d'augmenter le temps de réaction et perturber la manipulation des commandes. Pour la cigarette, sa dangerosité est encore augmentée puisque l'habitacle est confiné, ce qui favorise l'endormissement. Le danger est encore plus grand lors de son allumage ou de son extinction. Ces deux manipulations m'obligent à détourner le regard de la route, sans parler du risque de faire tomber une cendre. Lorsque je veux boire, manger, fumer, mieux vaut m'arrêter quelques instants. Attention, je risque désormais une amende si je fume en présence de passagers Et mineurs. c'est pas plus mal. Réponse A et C. C'est pas plus mal. Et 8 sur 10. Bon, on est sur la base du 10, hein. Du 10 fautes sur 50. Donc ça va être encore une fois. Je progresse pas. D'un autre côté, les questions deviennent un petit peu plus dures. Il y a des questions un petit peu plus fourbes. Bon. Il y a d'autres choses qui sont maîtrisées, qui sont bonnes. Donc, je déteste aussi les questions techniques, mais celle-là est simple, tout à fait. Du coup, j'avais peur que ce soit plus compliqué. En fait, ça allait. Moi, ma hantise, c'est les calculs de distance et de freinage. Et bah ça... La distance, je me fais avoir de temps en temps. Sur le freinage, ça va à peu près. Puisque leur astuce, c'était de dire... je crois que ça compte aussi. Même, je crois que ça compte double. Comment par exemple, 70 mètres... 70 km/h, la distance, c'est le chiffre de la dizaine au carré. Donc en gros, quand on roule à 70 km/h, c'est 50 mètres environ 50 mètres de distance de freinage. Si on roule à 100 km/h, ça fait 100 mètres. Si on roule à 130 km/h, ça fait 170 mètres. Ça paraît énorme. Ça paraît énorme, 170 mètres. 170 mètres, ça fait la distance d'un terrain de foot. Ça fait presque 2 terrains de foot. C'est énorme. Et 50 km/h, c'est 25 mètres. Et 20 km/h, c'est 4 mètres. Enfin, à vue de nez, c'est à la louche, quoi. Et c'est un moyen mnémotechnique qui est pas vilain pour s'en souvenir. En tout cas, pour le travailler correctement. Ah bah heureusement qu'il y a des questions comme ça pour faire des points faciles. On continue. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de plus de 2,5 mètres de large, réponse A, 2,5 mètres de long, réponse B, 2,5 mètres de haut, réponse C. 2,5 mètres de large, à quoi il ressemble déjà par rapport à 2,50 m de long? Je crois que les flèches vont vers l'intérieur. 2,50 m de long, je crois qu'on a un véhicule et qu'on a... J'ai fait comme toi les scores, sauf avec la mamie. Je me suis viandé sur la mamie. Je me souviens plus à quoi ressemblent les autres, mais de toute façon c'est ça la réponse. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules dont la hauteur dépasse la valeur inscrite sur le panneau. Celle-ci peut varier, ici 2,50 m. Cette hauteur se mesure chargement compris. Bon, ça, Réponse c'est facile. C. En tout cas, par rapport aux 3 propositions, c'était logique. Très bien. En tendant la jambe, ce motard me remercie de lui avoir facilité son dépassement. Réponse A. Me fait comprendre que je n'ai pas suffisamment serré à droite. Réponse B. Alors les premières fois que j'ai vu ça quand j'étais gamin, je me disais mais qu'est-ce qu'il a? En plus il a accéléré et tout, il est énervé, c'est bon, il se calme, c'est pas poli. Alors que c'est simplement un remerciement. J'ai J'avais pas serré à encore compris droite que pour fallait aider le pas motard lâcher à la me main du dépasser guidon quand sans on franchir la ligne continue. Le motard ne peut pas me remercier avec sa main droite, qui lui sert à accélérer. Les motos ont généralement un frein moteur assez puissant, et en lâchant l'accélérateur, il pourrait ralentir brutalement et je risquerais de le percuter. Alors, pour me remercier, il utilise son pied droit, qui lui sert normalement à freiner la roue arrière, mais dont il n'a pas besoin immédiatement. Il ne s'agit pas d'un geste agressif, Au contraire. Réponse A. Faut le courser et lui dire vas-y qu'est-ce que t'as? Si j'allume le clignotant à gauche, le camion derrière moi devra me laisser passer non, pas en là. ralentissant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En changeant de voie. Oui. Réponse C.
non. Réponse D. Alors, là j'ai un cédé le passage, on le voit bien hein, le cédé le passage. C'est à moi de m'organiser. Le camion, il est déjà très bien engagé et il est sur cette voie-là. Donc, il devra me laisser passer? Non, c'est moi qui ai un cédé le passage. En changeant de voie, je crois qu'il n'est pas obligé. Surtout que lui ne pourra peut-être pas. Ah si, les camions ils peuvent se mettre sur les deux fils les plus à droite. Donc lui il peut changer. Il peut, mais est-ce qu'il doit? Le mieux c'est de se décaler sur cette file-là pour faciliter l'insertion de la voiture qui vient de là. Mais est-ce qu'il est obligé de le faire ou est-ce qu'il peut me pourrir? Est-ce qu'il doit me laisser passer en se décalant? Est-ce qu'il est obligé? Je crois qu'il n'est pas obligé. C'est plus courtois, mais il n'est pas obligé. Et lui, je suis pas sûr qu'il Je dois puisse. donc céder le passage aux usagers qui circulent sur la chaussée que je veux aborder, comme le rappelle le panneau au bout de ma voie. Leur céder le passage, cela signifie ne pas perturber leur progression. Voilà. Ils ne doivent pas Ils sont être pas obligés obligés. de changer de fil ou de ralentir. À moi de m'adapter. Je n'ai donc rien à attendre de la part du conducteur du camion. Il peut faciliter mon insertion si cela lui est possible et qu'il veut m'arranger, mais il n'en a pas l'obligation. Ouais. Réponse B et D. J'avais les bons arguments, c'est parfait. Et du coup, le camion peut quand même se mettre sur cette file-là, puisque les camions ne peuvent rester que sur les deux fils les plus à droite. Et donc sur une autoroute, ne peuvent pas utiliser la voie la plus à gauche. Et encore pire s'il y en a 4. C'est bien. Si je Ah, dois j'ai déjà eu celle-là. abandonner mon véhicule en cas de panne ou d'incendie, je laisse les clés dans le véhicule bien en évidence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je verrouille les portes. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'avais donc répondu B et C la fois où je l'avais fait sur un code blanc. Il faut donc laisser les clés dans le véhicule bien en évidence, soit sur le contact, soit sur le tableau de bord très en évidence, pour que les services de secours, s'ils le peuvent, évacuent le véhicule et évitent ainsi à la fois des bouchons et que le véhicule se retrouve à brûler alors qu'il pourrait éventuellement l'enlever. Je ne verrouille pas les portes, sinon ça sert à rien, ils peuvent pas venir récupérer les clés et dégager le véhicule. Voilà, cette fois je me fais pas avoir. En cas d'incendie dans un tunnel, je ne dois pas hésiter à abandonner ma voiture. Mais je dois impérativement la laisser ouverte, avec les clés sur le contact, ou laisser bien en évidence sur le tableau de bord. J'avais bien retenu. Cela permettra aux équipes de secours de la déplacer si besoin, voire peut-être, en cas d'incendie, de l'évacuer avant qu'elle brûle. Réponse A et D. Impeccable. En tout cas, je retire mes erreurs. C'est bien. Le conducteur derrière moi semble pressé. Il me fait des appels de phare. J'accélère au-delà de la limitation de vitesse autorisée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me rabats immédiatement. Bah oui. non. Réponse C. Non, mais c'est non. bon. Réponse D. T'es pressé, tu roules à combien? Là, on est à combien? On est à 90? Non, c'est 50 sur le côté là. On est sur une 2x2 voies, on est à 130. Bah si je suis déjà à 130, mon gars, t'es bien gentil, mais tu vas attendre. C'est bien les coups de pression et tout ça, mais je finis mon dépassement. Et puis là, je vais pas me rabattre juste là. En plus, il y a un camion, c'est long. Non, je reste à ma vitesse, je dépasse pas, et je me rabats pas immédiatement, tu vas attendre. Je ne vais pas assez vite pour celui qui me suit. Ce n'est pas une raison pour commettre un excès de vitesse, ni pour me rabattre dangereusement alors que les intervalles de sécurité ne seraient pas respectés. Il est trop tôt pour me rabattre par rapport au camion que je viens de dépasser, et je serai trop près de la voiture que je m'apprête à dépasser. Je me rabattrai après avoir dépassé la voiture bleue, et je laisserai l'usager qui me suit continuer sa route sans m'énerver. Réponse B et D. On le retrouvera au péage suivant, il aura gagné 20 secondes. L'éclairage public s'éteint à 1h du matin. Oui, je laisse les feux de position allumés. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'éclairage public s'éteint à 1h du matin, je laisse les feux de position allumés. Personne fait ça. Personne fait ça. Personne ne fait ça. Est-ce que je suis censé le faire? On est sur une voie qui est à double sens.
Non, parce que les gens pourraient croire que je suis en mouvement, donc non, je ne laisse pas les phares allumés. Au contraire. La nuit, lorsque je stationne sur une chaussée non éclairée, je Là, dois ça laisser pourra les induire feux en de erreur position le de ma conducteur. voiture allumés. L'éclairage public fonctionne toujours, mais il va s'éteindre une partie de la nuit. Cependant, je suis sur des emplacements réservés au stationnement. Dans ce cas, je n'ai pas à laisser ces feux allumés. Donc, je les éteins pour ne pas que ma voiture soit confondue avec une voiture en circulation. Réponse B. Ok. Dès lors que c'est prévu pour le stationnement, j'ai pas à m'en occuper. Très bien. J'ai pas assez vécu dans des zones très reculées et rurales pour m'être posé la question jusqu'à présent. C'est les C qui grillent les feux ou s'engagent sans pouvoir... Oui, excuse-moi, je... T'inquiète pas, hein. C'est pour que ça reste familial. C'est les C qui grillent les feux ou s'engagent sans pouvoir assumer à Lyon. Ils auront gagné à peu près 3,5 secondes de leur temps pour rentrer chez eux. Non mais complètement, il y en a partout des comme ça. Hein. Même s'ils risquent de renverser quelqu'un ou de se faire emboutir par un bus en s'arrêtant au milieu de leur voie, mais ça... Ah bah tu aimes vraiment les mêmes trucs que moi. Bon, impeccable. Nickel. Des essuie-glaces en mauvais état T'inquiète, peuvent rendre ok. ma Y a pas de conduite souci. dangereuse. Lorsqu'il pleut, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lorsqu'il fait beau, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ne t'inquiète pas pour le C-word, il est autorisé dans le chat, donc tu peux l'utiliser. Après, à moi de ne pas le lire pour ceux qui ont éventuellement des enfants qui veulent pas entendre de jurons sur le stream. Mais tu peux l'utiliser dans le chat, il n'y a aucun problème. C'est complètement autorisé, hein. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. C'est pas un souci. Des essuie-glaces en mauvais état peuvent rendre ma conduite dangereuse lorsqu'il pleut, évidemment. Et lorsqu'il fait beau, je crois qu'il fait beau. Je crois qu'on peut dire oui aussi. Puisque il suffit qu'on soit sur l'autoroute et qu'il y ait des insectes et qu'on passe un coup d'essuie-glace et que ça fasse des vieilles traînées pourries, bah c'est pareil, ça nous gêne quoi. Donc dans les deux cas, oui. Des essuie-glaces en mauvais état peuvent bien sûr être dangereux lorsqu'il pleut puisqu'ils réduisent la visibilité. Mais lorsqu'il fait beau, est-ce important qu'ils soient en bon état? Bien sûr, notamment si j'actionne le lave-glace pour enlever de la poussière ou des insectes. Si les essuie-glaces ne remplissent pas correctement leur rôle, ils risquent d'étaler la saleté sur la voiture, pouvant provoquer une baisse de la visibilité importante et soudaine, à tel point qu'il faudra peut-être s'arrêter en urgence pour nettoyer le pare-brise. Ce qui est très compliqué sur l'autoroute. Réponse A et C. Je crois qu'on est beaucoup à avoir des préférences sur les questions aussi de ce genre-là. Après, il y a des gens qui apprécient les questions mécaniques, que ça dérange pas. Rufus, ça l'aurait pas trop dérangé, quoique. Il a bossé là-dedans et puis finalement, il a fait une formation et tout, puis finalement ça l'intéresse plus tant que ça. Mais j'ai l'impression qu'on est nombreux à avoir à peu près les mêmes affinités en termes de questions. Et que dès qu'on voit des questions mécaniques, c'est... dès qu'on voit des questions purement pratiques, alors qu'on n'a jamais conduit, a priori, en tout cas, je pense que c'est ton cas aussi, c'est... Ah non, on se sent pas à l'aise. On fait passer le code alors qu'on n'a pas encore une vraie pratique de s'installer, de contrôler le tableau Ce de bord, panneau tout ça. peut mettre fin à une limitation de vitesse. Réponse Mais A. moi aussi, j'ai la Une haine, interdiction de puis dépasser. Réponse contre B. les conducteurs qui Une font n'importe interdiction quoi. de stationner. Réponse C. L'autre soir, je suis rentré du boulot lundi soir, vachement tard. Et du coup, pendant le couvre-feu, tout ça. Et au moment pas loin d'arriver chez moi, il y a un Domino's Pizza. Et je vois une bagnole qui grille le feu, qui se met à faire une espèce de dérapage freinage trop chelou et qui a failli rentrer dans le Domino's. Et en fait, ils se sont arrêtés à 50 cm. Des gros débiles, tout ça pour simplement pas arriver trop tard parce que Domino's est en train de fermer. Voilà. Ça valait vachement le coup de mettre en danger tout le monde, de réveiller tout le quartier avec un gros freinage, de pourrir leurs pneus et de faire les kékos. Oui, c'est normal, j'ai déjà conduit, mais les feux, ouais. C'est de la pratique, c'est de la pratique à prendre. Et puis pour les feux, ça dépend dans quel cadre on a vécu. Là, j'avais compris le côté, il faut éviter d'être confondu. Mais j'avais pas pensé au côté, il y a une zone de stationnement qui est prévue, puisque la règle du on laisse les feux allumés, c'est dans les zones rurales quand on est sur un accotement et qu'il n'y a pas de zone de stationnement prévue à cet effet. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de dépasser? Non. Une interdiction de stationner? Non. C'est la fin de limitation de vitesse, ça. Ah ouais. Ah, fin de
d'interdiction. Fin de toute interdiction, c'est ça? Ce panneau met fin à Ouais, toutes c'est les ça. interdictions Fin de rencontrées toute précédemment. Mais attention, cela concerne uniquement les interdictions liées aux véhicules en mouvement. Donc ce panneau met fin à une interdiction de dépasser ou une limitation de vitesse, mais pas à une interdiction de stationner. Réponse A et B. Et du coup, je me suis... Bah oui, je suis bête. En fait, j'étais en train d'imaginer le panneau interdit de dépasser, qui était passé en blanc comme ça, en mode fin. Sauf que celui-ci permet aussi de le faire. En plus de faire cesser l'interdiction de dépasser une certaine vitesse. Bon, j'ai été un peu trop vite en répondant. J'ai complètement frôlé la mort à cause d'un SeaWorld qui a voulu griller un feu rouge. En gros, croisement. Un bus devait tourner au croisement et bloquer derrière lui. Donc dès que le mec avait la possibilité de passer, il a accéléré. Comme un malade. C'est vrai que Chill n'est pas en retard ce jour-là, sinon j'aurais traversé direct. En plus, il y a une petite fille et sa mère à côté de moi, mon dieu. C'est abusé. C'est absolument abusé. Un pneu perd une partie de sa pression. Je me En fais cas de régulièrement choc refuser avec la un priorité de trottoir, piéton en traversant et pourtant j'ai une réponse poussette double. A. Ils s'en Non. fichent. Quand ils sont Réponse pressés, B. ils tournent la tête en mode j'ai Au pas fil vu. des jours, sans C'est qu'il y abusé. ait de choc. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Et malheureusement, il n'y a pas assez de contrôle sur des comportements qui sont agressifs comme ça et vraiment dangereux. On va dire, ouais, il y a des radars, tout ça, qui sont pas forcément les trucs les plus pertinents. Faut voir aussi les comportements. Il y a certaines personnes qui se comportent très mal au volant parce qu'elles mettent en danger tout le monde et qu'elles ne font pas preuve de souplesse. On parle de conduite souple pour les économies de carburant. Quand la personne a mis un gros coup d'accélérateur, qu'elle monte à 70 en agglomération pour piler n'importe comment au niveau du feu, elle est aussi dangereuse qu'une personne qui a le téléphone à l'oreille. Après, comment on réglemente ça, comment on met en application ça, c'est plus délicat. Mais voilà, la conduite souple, c'est nécessaire et ceux qui ne le font pas sont super dangereux. Surtout pour gagner 3 secondes. C'est abusé. Un pneu perd une partie de sa pression en cas de choc avec un trottoir. Oh oui. Au fil des jours sans qu'il y ait de choc, bah oui aussi, les deux. Un On dit que pneu c'est interdit de peut laisser passer. brutalement perdre une partie C'est de sa punissable, mais j'ai pression. jamais vu aucun flic punir Ce ça. peut être le cas lors d'un choc contre un trottoir, par exemple. Mais un pneu perd aussi une partie de sa pression au fil des jours. C'est normal. Il n'est pas parfaitement étanche. Or, un pneu mal gonflé s'avère dangereux. Il s'échauffe anormalement, ce qui peut conduire à son éclatement. C'est pourquoi il est important de vérifier sa pression au moins une fois par mois et de l'ajuster si nécessaire. Réponse A et C. Il y avait un feu rouge pour la voiture, c'était pas un simple croisement, donc il était complètement hors la loi. Mais il n'y a pas énormément de contrôle sur ce genre de choses. Ça marche. Ça marche, Léa. À la sortie de ce tunnel, mon temps de réaction risque de s'allonger. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'abaisse le pare-soleil. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. À la sortie de ce tunnel, mon temps de réaction risque de s'allonger. Oui, parce que le temps notre visibilité, notre vision se refasse en mode jour, oui, ça va être un peu long. Est-ce que j'abaisse pour autant le pare-soleil? Ça va pas changer grand-chose en fait. Oui, je baisse le pare-soleil quand même. À la sortie d'un tunnel, surtout lorsqu'il fait beau, la forte luminosité à laquelle mes yeux ne sont plus habitués risque de m'éblouir. Il me faudra plusieurs secondes pour recouvrir Je une peux bonne abaisser le vision, pare-soleil, ce oui, qui mais retardera ça mon servira à analyse rien, en on sera cas de ébloui par le danger bas. et donc ma réaction. Je peux abaisser le pare-soleil avant de sortir. Cela pourra atténuer légèrement la luminosité, et notamment si le soleil se trouve en face. Mais surtout, je ralentis Bah oui. pour compenser Mais mon du temps coup, de je réaction suis pas plus très long. d'accord sur le pare-soleil. Réponse A et C. Bon, c'est pas grave. Encore un 8 sur 10, encore 2 erreurs. Je mettrai le pare-soleil, promis. Ça vous fera plaisir. Bien. On est déjà à 4 erreurs sur 20. On est sur la base des 10. On va faire du coup un mini code chronométré sur 20. En général, ça se passe moins bien parce que c'est chronométré. Pour Je dépasser l'écrase. ce piéton, Oui. je laisse plutôt Mmh. 1 mètre. Réponse A. 1,50 mètres. Réponse B. Bah, je peux lui laisser le maximum puisque j'ai la place.
En agglomération, hors agglomération, c'est 1,50 m. Bah, le mieux, l'idéal, c'est 1,50 m. C'est le plus, quoi, du moment que je me retrouve pas dans l'autre sens. Solution. En agglomération, je dois laisser au minimum 1 mètre pour dépasser les usagers fragiles, Voilà. tels que les cyclistes ou les piétons. C'était le bon 1 raisonnement, mètre, impeccable. c'est lorsque je ne peux pas faire mieux. Ici, il est préférable de laisser un peu plus, puisque j'en ai la possibilité. 1,50 m. Yes. Ne pas oublier non plus de ralentir à l'approche des usagers fragiles. Réponse B. Je vais me moucher 2 petites secondes, je suis désolé, je reviens, je coupe le micro juste pour me moucher, pour pas vous infliger ça. 1 mètre en agglo, 1,50 m hors agglo. Yes. Je reviens. Et non, je ne mettrai pas d'alerte trompette, parce que quand je me mouche, ça fait énormément de bruit. Quand j'éternue aussi. Du coup, je garde ça pour moi. Une bonne installation au poste de conduite doit permettre d'atteindre sans difficulté toutes les commandes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De saisir un objet dans la boîte à gants. Oui. Réponse C. Non. Non. Réponse D. La bonne installation, ça permet, oui, d'être bien installé, de ne pas se retrouver avec les genoux pétés et de pouvoir tout contrôler sans effort. Par contre, ce n'est pas prévu pour aller chercher dans la boîte à gants. C'est pas prévu pour la boîte à gants. Enfin là, en cours, on est bien installé dans la boîte à gants. Enfin, pour aller chercher la boîte à gants. Boîte à gants, c'est quand on est Une arrêté. bonne installation au poste de conduite doit bien sûr permettre d'atteindre toutes les commandes et accessoires, passer toutes les vitesses, appuyer sur toutes les pédales, sans forcer, et bien sûr, atteindre toutes les parties du volant. En revanche, atteindre la boîte à gants n'est pas un objectif. Un conducteur ne devrait pas avoir à l'ouvrir en roulant. Si je peux atteindre le fond de la boîte à gants avec la main, c'est soit qu'elle est minuscule, soit que je suis vraisemblablement installé trop près du tableau de bord, ce qui est dangereux et fatigant. Soit je suis Réponse passager. A et D. Ok. Très bien. Si je circule avec une roue de secours comme celle-ci, je peux atteindre 70 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 90 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça, c'est une galette, si je me souviens bien. On a une limitation par rapport aux galettes. Est-ce que c'est 80 km/h qui est marqué là? C'est marqué max 80. Ah, c'est très tentant de mettre 70, oui, 90, non. Une roue de secours de ce type est aussi appelée roue galette parce qu'elle est plus étroite que les autres roues du véhicule afin de gagner de la place. Elle n'est pas faite pour circuler dans des conditions normales. Il s'agit d'un pneu de mauvaise qualité qui doit uniquement dépanner, circuler si nécessaire le temps de faire réparer la roue normale qui a subi une crevaison. À cause de ses qualités médiocres, qui ont des conséquences sur la tenue de route et le freinage, elle ne permet pas de circuler à plus de 70 ou 80 km/h. Généralement, la vitesse maximale à respecter est inscrite sur la jante de cette roue. Ok. Ici, elle Impeccable. permet de circuler à 80 km/h maximum, soit 50 miles par heure, l'autre valeur inscrite destinée aux conducteurs anglais dont les compteurs de vitesse ne sont pas gradués en km/h. Réponse A et D. Ok, là c'est les miles. Ok. Bon. Très bien. Impeccable. Certains dispositifs d'aide à la conduite permettent de maintenir automatiquement les intervalles de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Me permettent de relâcher mon attention. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Certains dispositifs d'aide à la conduite permettent bien de maintenir une intervalle de sécurité. Un intervalle. La distance entre les deux bagnoles devant. Et ça va ralentir en conséquence selon si la bagnole ralentit devant. Mais je ne dois pas relâcher mon attention pour autant, puisqu'il peut y avoir des surprises. Un Il véhicule qui existe se en rajoute devant effet moi. un dispositif qui permet de maintenir automatiquement un intervalle de sécurité suffisant avec le véhicule qui précède. Il s'agit du régulateur de vitesse adaptatif. Il est capable de maintenir l'allure sans qu'il soit nécessaire d'accélérer, comme le régulateur de vitesse classique, mais aussi de ralentir, voire de freiner, si l'intervalle n'est pas de 2 secondes C'est bien minimum. ça. C'est bien Mais comme comme système. tous les systèmes d'aide à la conduite, il n'est pas infaillible. Pas question donc de relâcher mon attention sous prétexte que ma voiture en est équipée. Réponse A et D. C'est quand même vachement bien le progrès. Et le détecteur de ligne blanche, c'est encore mieux pour ceux qui font de la longue route. Ça, c'est vraiment super.
Dans certains départements, Directeur de si la franchissement. circulation est fortement ralentie, les motocyclistes sont autorisés à circuler entre deux fils, sur les routes à chaussées séparées, réponse A, sur les routes à double sens de circulation, Oh. réponse B, sur les autoroutes, réponse C. Alors, c'est mignon, mais si c'est la A, c'est la C. Puisque l'autoroute est une route à chaussée séparée. Sur les routes à double sens circulation. Oh, est-ce que ça va être A, B et C? Je sens le piège. Je sens le piège arriver. Double sens, c'est l'une en face de l'autre, donc non. Sinon, c'est oui et oui pour la A et C. C'était bien ça. J'ai failli me faire surprendre. Double sens de circulation, c'est pas chaussée séparée. Double sens de circulation, c'est une file dans un sens, une file dans l'autre. Donc là, évidemment, on ne double pas. Et c'est seulement Île-de-France, Bordeaux, Île-de-France, Bordeaux et Provençal-Côte d'Azur, un truc comme ça. Ouais, mais je pense pas que t'auras ça, c'est ta première caisse. Non, je pense pas non plus. Je crois qu'elles sont plus vraiment autorisées, mais juste tolérées. Les motards qui circulent entre les files de voitures, ce n'est pas nouveau. Ce qui l'est, c'est que c'est désormais autorisé dans certains départements, Ok. lorsque la circulation est ralentie, moins de 50 km/h, alors que la vitesse y est normalement limitée à 70 km/h minimum. Cette pratique reste interdite sur les routes à double sens de circulation, mais elle est autorisée sur les chaussées à sens unique, séparées par un terre-plein, y compris sur l'autoroute. Les motards peuvent circuler entre les deux fils les plus à gauche. Réponse A et C. D'ailleurs, on va prendre la partie du cours, puisqu'il y a des départements particuliers sur lesquels ça peut s'appliquer. On va retrouver. On va trouver. Un deux roues motorisé, non, on s'en fiche le sidecar. Les deux roues motorisées sont autorisées à circuler entre les deux fils les plus à gauche lorsque la circulation est dense et ralentie. Elle s'applique uniquement sur les chaussées à sens unique, y compris sur l'autoroute, si la limitation de vitesse est de 70 km/h ou plus. Pour l'instant, la circulation interfile est autorisée dans le département des Bouches-du-Rhône, en Gironde, en Île-de-France et en Rhône-Alpes uniquement. Mais elle devrait s'étendre à toute la France dans les prochaines années. Ok. Gironde, Île-de-France, Rhône-Alpes. Est-ce que ça comprend la nouvelle région, Auvergne-Rhône-Alpes? Et dans les Bouches-du-Rhône. Très bien. Je vais essayer de retenir ça. Dans les 4 plus grandes Île-de-France. Autour des 4 plus grandes Île-de-France, quoi. Ok. Très bien. Dans la notice du constructeur, je peux trouver le type de liquide de frein à utiliser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signification de tous les voyants. Oui, réponse C. Non, réponse D. A priori, ça sert à ça. Donc, on va dire oui et oui. Certainement tout. La notice du constructeur de la voiture regorge d'informations utiles pour l'entretien et l'utilisation du véhicule. On y trouve par exemple la signification des voyants, Impeccable. le rôle et l'utilisation des différentes commandes, la pression des pneus à respecter en fonction de leur dimension, comment contrôler les niveaux où ils se trouvent notamment, le type de fluide à utiliser dans le moteur, huile, liquide de frein, de refroidissement ou autre. Bref, tout ce qui permet de bien connaître et de bien entretenir sa voiture. Réponse A et C. Très bien. C'était un peu gratuit. Je remplace un pneu rapidement si son flanc présente une hernie, oui. Réponse A, non. Réponse B, des craquelures sur les flancs, oui. Réponse C, De la mécanique. non. Réponse D. Je vais dire une hernie, parce qu'une hernie, c'est ça, a priori. Ça veut dire qu'il commence à avoir une bosse et que ça peut éclater. Les craquelures sur les flancs. Je ne suis pas certain que ce soit un... Je sais pas. Non, ça arrive au début, mais il faut faire... Moi, je dirais A et C. J'ai dit A et C et j'ai mis A et D. Non, je pensais A et D. Donc au moins, pas de regret. Les flancs d'un pneu, ces côtés qui ne sont pas en contact Je avec sais le pas où il est, sol, Rufus. peuvent avoir des défauts graves. Ça fait longtemps Au qu'on fil l'a pas du vu. temps, la gomme Et pas seulement sèche ici, et hein. les craquelures apparaissent. C'est irrémédiable et cela traduit une fatigue et certainement aussi une mauvaise tenue de la pression. Mais le flanc d'un pneu peut aussi se détériorer rapidement suite à un choc, contre un trottoir notamment. Une déformation apparaît sur le flanc, formant une sorte de bulle ou de bosse. C'est le signe que la structure du pneu est endommagée. Il risque d'éclater à tout moment. Dans un cas comme dans l'autre, si le flanc d'un pneu présente l'un de ces défauts, je le remplace.
Réponse A et C. D'accord. Même avec des craquelures, il faut le remplacer immédiatement. Ouais. Quand j'étais gamin, je voyais pas ça. Alors oui, quand il y avait une grosse bosse comme ça, oui. Bon, ok. D'accord, je retiens. Je retiens. C'est ce qu'il faut faire, très bien. Je retiens. Nous sommes le 17 du mois. Je devrais stationner du côté des numéros pairs des immeubles. Réponse A. Des numéros impairs des immeubles. Réponse B. Je n'ai pas vu ces panneaux depuis des années. Les numéros impairs. Alors, les numéros pairs sont à gauche. Oh, je sais plus moi. C'est pair et impair. Impair la seconde. Raté. Ce panneau m'informe que j'entre dans une zone où Le le stationnement est semi-mensuel, autorisé, mais que On celui-ci en voit est plus. unilatéral à alternance semi-mensuelle. Unilatéral, cela signifie que le stationnement ne peut se faire que d'un côté. L'alternance semi-mensuelle signifie que ce côté change selon le jour du mois. Du 1er au 15, je dois stationner du côté des numéros impairs des immeubles. Et du 16 au dernier jour du mois, je dois stationner du côté pair des habitations. Le 17 est compris dans la deuxième quinzaine du mois. Du 16 au 31, je dois donc stationner du côté pair des habitations. Réponse A. What? Mais ça dépend de comment tu regardes. Bah, je me disais que c'était au début c'était pair et ensuite impair, et en fait la règle c'était l'inverse. Salut Girnoulac, je suis en cours, je peux évidemment pas mettre le son, mais je t'observe, attention à ce que tu vas répondre. Je fais de mon mieux, merci pour tes encouragements. Rappelle-toi que 1 c'est impair et que 1 c'est impair et 16 c'est impair. Non, là tu m'embrouilles là. Par contre le jeu il me prend un petit peu pour une personne qui a du mal à comprendre. Le 17 est compris dans la deuxième quinzaine du mois. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Donc, ok. Début de mois, c'est impair, et à partir du 16, c'est pair. Oui, c'est ça. 1 c'est impair, 16 c'est pair. Je vais essayer de retenir ça, même si ce type de panneau, on n'en voit plus clairement. Enfin, j'en ai vu quand j'étais gamin, devant mon école, et ils ont très vite sauté, puisqu'on pouvait plus se garer d'un côté avec Vigipirate et tout ça, puisque c'est à cette époque-là que Claude a connu la déploiement. Et du coup, à partir de là, bah, on se garait d'un seul côté, donc le panneau a vite été obsolète. Bon, une erreur, tant pis. Je vais retenir. 1 impair, 16 pair, donc on connaît l'endroit. Je circule sur une chaussée à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse Oui, B. c'est chaussée Je peux séparée. dépasser. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors là, franchement, se tromper sur celle-là, ce serait chaud. Si, il y en a dans la rue de chez ma pote. D'accord, il y en a encore. Bon, bah merci pour l'info. J'en vois plus du tout des comme ça. Je circule sur une chaussée à sens unique. Oui. Mais je ne peux pas dépasser, il y a une voiture dans mon angle mort. Et oui, on est sur une autoroute même. Une voiture, d'abord visible dans mes deux rétroviseurs, puis uniquement dans mon rétroviseur extérieur, est en train de me dépasser. Elle disparaît ensuite du rétroviseur extérieur. Elle est donc juste à côté de moi, dans l'angle mort. La partie que l'on ne voit pas dans les rétroviseurs. Je ne peux donc pas dépasser immédiatement, malgré le fait que la chaussée soit à sens unique, comme l'indique la ligne de gauche continue. Réponse A et D. Il va falloir que je retienne ça quand même. C'est pas le fait qu'il y ait une glissière de sécurité au milieu qui fait que c'est une autoroute, c'est la ligne blanche continue ici. Il va falloir que je retienne parce que c'est pas la première fois que je me trompe sur la mauvaise justification. C'est ça qui explique qu'on est sur une chaussée à sens unique et c'est tout ce qui importe. Ensuite pour l'autoroute, là on n'a pas de bande d'arrêt d'urgence. Je peux pas appeler ça une bande d'arrêt d'urgence là. Non, on peut pas vraiment appeler ça une bande d'arrêt d'urgence, mais on sait qu'on est sur une autoroute quand même, ou sur une nationale. Dans tous les cas, c'est pas important. On est sur une chaussée à sens unique. Un conducteur débutant est capable de traiter autant d'indices qu'un conducteur expérimenté? Oui. Réponse A. Non. Je sais pas, moi. Réponse B. Se fatigue plus vite? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Allez, on va dire qu'un conducteur débutant, il ne sait pas. Ça explique pourquoi il a un A et que tout le monde le juge. Et qu'il a du coup une limitation de vitesse qui est baissée. Donc ça paraît cohérent. Hein. Et est-ce qu'il se fatigue plus vite? Bah oui, parce qu'avec l'expérience, on se rend compte que il y a des choses qui deviennent plus naturelles. Donc B et C? Oui. Alors qu'il manque encore certains automatismes dans le maniement de la voiture, un conducteur débutant doit traiter toutes les informations qu'il reçoit, parfois sans bien savoir les hiérarchiser.
Cela génère des petits oublis, quelques erreurs de jugement, quelques réactions tardives, donc du stress supplémentaire, ce qui débouche sur une apparition plus rapide de la fatigue. D'où l'intérêt de faire des pauses régulières. 2 heures de conduite en continu, c'est le grand maximum, surtout pour un conducteur débutant, même s'il s'est reposé avant de partir. Réponse B et C. Yes. J'ai jamais eu de telles questions quand j'ai passé mon code en 2014. Là, je ferai la comparaison quand on aura bien avancé le jeu et que je ferai beaucoup moins de fautes. Je pense qu'on n'hésitera pas à faire du Ornicar directement en ligne. Je sais pas si c'est autorisé de streamer les cours de code sur Ornicar. Je me renseignerai dessus, mais j'aimerais vraiment pouvoir ensuite comparer et voir ce que ça donne les questions Ornicar, puisque la plupart des gens préparent leur code avec ça. Je suis bien placé pour aller à Annecy. Par la route? Oui. Réponse A. Non. Réponse Je suis bien B. placé pour aller à Annecy. Par l'autoroute? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je suis sur la bonne file pour aller à Annecy par l'autoroute. Wankill l'ont fait, mais ils étaient en sponsor. D'accord. Bon, je me renseignerai pour voir si c'est jouable ou s'il faut leur demander autorisation. Autoroute, oui. Par la route, bah non. Non, il faudrait que je sois sur cette file-là. Oui, tout simplement. Je suis bien placé pour aller à Annecy. Là, c'est mon expérience de passager. C'est la couleur bleue du panneau qui se trouve au-dessus de ma voie qui le confirme. En revanche, pour m'y rendre par la route, je devrais être dans la voie située immédiatement à ma gauche, sous le panneau vert. Réponse B et C. Ça serait rigolo, hein, une OPSP Ornicar. Il n'y aurait personne, mais... Ce panneau indique une route à chaussée séparée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah à partir du moment où ils mettent ça, ça veut dire que non. Ça veut dire que non, on est sur 4 fils, il n'y a pas de séparation au milieu, et ça indique qu'il y a 2 voies destinées dans ce sens et 2 voies dans ce sens. Donc non, on n'est pas du tout dans une chaussée séparée là. OPSP 4 viewers, pourquoi pas? La chaussée comporte 4 voies de circulation. 2 dans mon sens et 2 réservées à la circulation en sens inverse. On en parle après. Mais cela ne veut pas dire que les 2 sens seront séparés par un terre-plein central. Une simple ligne continue peut les séparer. Et dans ce cas, la limitation de vitesse n'est pas la même. C'est 90 km/h maximum et non 110 km/h. Réponse B. Et c'est super dangereux comme configuration, je trouve. Parce que des fois, on a des fils au milieu, on sait pas trop, on n'a pas vu le panneau, il y a des mecs qui déboîtent, c'est super galère. Moi, ça me fait trop peur. OPSP 4 viewers, pourquoi pas? Il me semble que dans... Tu me dis si je dis des bêtises, mais certains streamers ont des OPSP comme ça, avec différents jeux qu'ils ont choisis. Il me semble qu'il y a soit une part variable conséquente, soit une condition à la rémunération qui est à un certain nombre, une audience minimum. Du coup, en soi, Ornicar pourrait tout à fait dire bah écoutez, d'accord, par contre vous serez rémunéré que si vous dépassez les... Et là, à ce moment-là, il faut avoir au moins une moyenne de 100 viewers. Donc, aucune chance d'être payé. Après, l'objectif, ce serait de pouvoir le faire, ce serait pas d'être payé. Moi, si j'ai le droit de le faire, c'est tout ce qui compte. Mais il me semble que ouais, dans les OPSP, une base plus prime de viewers. Okay. Je sais qu'MV, sur certaines OP, il y a 3 ans, était assez stressé de dépasser un certain seuil, parce que les parts variables devaient justement être conséquentes par rapport à la base. Et ça se ressentait. En gros, il arrêtait pas de regarder le nombre de viewers alors que d'habitude il s'en fiche. Et ça se ressentait sur le stream. Et c'est un peu gênant quand t'es viewer et que tu dis bah il regarde que le compteur. Anticiper. Réduit la consommation de carburant? Oui. Réponse A. Oui, ça évite de faire des à-coups. Non. Ça marche comme ça sur YouTube en tout cas. D'accord. Augmente la durée du trajet? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Anticiper réduit la consommation de carburant. Oui, ça permet d'avoir une conduite plus souple, d'éviter les à-coups. Est-ce que ça augmente la durée du trajet? Bah non. Non, ça pas spécialement. Non, il faut anticiper et conduire souple. Comme ça, on te dit, bah en fait, tu perds quand même 3 minutes. Mais c'est pas méchant. Anticiper, c'est analyser et prévoir. Prévoir ce que les autres usagers vont faire pour éviter des situations dangereuses et leur faciliter la tâche autant que possible. C'est aussi prévoir les ralentissements et les freinages, que ceux-ci soient dus à la signalisation, à la configuration de la route ou aux conditions de circulation. Ici par exemple, à l'heure que je devrais céder le passage, inutile d'attendre de voir le carrefour pour freiner, surtout que la route est en descente. Ouais.
En lâchant l'accélérateur maintenant, ma consommation reviendra à 0. Je vais parcourir 300 mètres sans consommer la moindre goutte de carburant. Est-ce que cela allonge le temps de trajet? Pas du tout. Aussi étrange que cela puisse paraître, un conducteur qui anticipe gagne du temps. En plus, il prend moins de risques, réduit son stress et donc se fatigue moins vite. Réponse A et D. En lâchant l'accélérateur maintenant, ma consommation reviendra à 0. Ça veut pas dire qu'il faut se mettre au point mort. Attention, moi on m'a appris ça. Quand j'étais gamin, je voyais ça et il faut surtout pas faire ça. Si tu anticipes les policiers à chaque coin de rue, ça l'augmente. Oui, ça c'est vrai. C'est tout à fait vrai, oui. On est complètement on est complètement d'accord. Puis accélérer et piler au moment des radars, ça fait des bouchons. Pourquoi tu dis AM, Oakley? J'ai pas la ref, j'ai pas compris. Un bon réglage des rétroviseurs extérieurs permet de réduire les angles morts. Réponse A. Permet de supprimer les angles morts. Réponse B. Dispense d'utiliser le rétroviseur central. Réponse C. Alors, pour MV, ouais, mais je pense qu'il s'est calmé là-dessus, puisque maintenant il est content de faire des streams en petit comité. Et puis il est plutôt à l'abri financièrement. C'était à l'époque où il essayait de push au maximum pour se mettre bien et pour sécuriser sa famille. Un bon réglage des rétroviseurs permet de réduire les angles morts, mais ça ne les supprime pas et ça ne dispense pas d'utiliser le rétroviseur central. C'était facile ça. Des rétroviseurs bien réglés permettent en effet de limiter les zones où l'on ne voit pas sans tourner la tête. Ces zones qu'on appelle les angles morts, particulièrement redoutables lorsqu'on fait un écart à gauche ou à droite, puisqu'un usager peut s'y trouver alors qu'il n'est pas visible dans les rétroviseurs. Mais il est impossible de supprimer totalement les angles morts. Je dois donc penser à tourner ma tête pour contrôler directement qu'aucun usager ne se trouve à côté de ma voiture, avant de changer de fil ou de dépasser pour quitter un stationnement, ou même avant d'ouvrir une portière. Et cela vaut aussi pour mes passagers, d'autant plus que les rétroviseurs ne sont pas réglés pour eux. Quant à l'utilité du rétroviseur intérieur, il suffit de regarder cette image pour s'apercevoir qu'ils ont tous une utilité. On ne voit pas la même chose dans chacun d'eux. Réponse A. Après du coup c'était peut-être que du contrat au viewer s'il était aussi stressé. C'est possible, ouais. Mais bon, maintenant il va beaucoup mieux et je crois qu'il doit plus être très très stressé sur ce type d'OP. Il peut faire des streams tranquillou. C'est l'avantage. Je tiens à dire que hier tu as stream pendant les deux seules heures de cours que j'ai eues. Aujourd'hui je n'ai encore que 2 heures et tu stream encore pendant mes cours. Je commence à croire que tu le fais exprès. Alors je suis désolé. Le pire c'est que j'ai toujours à peu près les mêmes heures en fait de stream. C'est le mardi après-midi, le mercredi matin, le jeudi à 23h. Et j'essaye d'en mettre un petit peu le week-end, mais j'essaie de me réduire aussi pour garder une vie de famille. Donc ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Mes horaires de boulot changeraient, ça pourrait évoluer. C'est pour ça que je stream pas le lundi, parce que le lundi c'est boulot. Et que le jeudi en journée, on a du temps pour nous deux, sans les enfants, donc on profite vraiment pour nous. Je suis désolé, je commence un petit peu avant maintenant le mercredi pour faire un peu plus de code. Et pour le mardi, peut-être que je pourrais le faire le matin, peut-être plus tard je ferai le matin, je sais pas. Pour l'instant je garde le mardi après-midi parce que ça a plein d'aspects pratiques au niveau organisation. Mais t'inquiète pas, on va s'organiser, on va y arriver. Il y a très peu de chances que je fasse des streams en soirée, à part le jeudi soir, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui le fait, et puis bah voilà, on a envie aussi de profiter avec Lénore de notre vie à deux, de la vie de couple et tout ça. On n'est pas que des parents, et on est encore des jeunes geeks. mais merci pour ta remarque, je ferai en sorte de... soit d'essayer d'agrandir un petit peu les plages horaires, parce que j'aimerais bien pouvoir. Le mercredi matin c'est compliqué, je peux pas avant 9h15. Et je peux pas après 11h15. Et puis bah, les autres jours c'est à travailler. Voilà. On en rediscutera, mais c'est pas contre toi. C'est pas du tout contre toi. Je pense que tu t'en doutais, je connaissais pas tes horaires. Pour approche, je klaxonne. Oui. Réponse oui. A. Non. Réponse B. Je fais un appel de phare. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ouais, Streamlabs est en feu là, c'est impressionnant. Pour avertir de mon approche, est-ce que je klaxonne? Là je crois qu'il faut klaxonner parce qu'on est à un endroit où il y a un virage et une petite butte. Par contre l'appel de phare ne servira à rien parce qu'on est en plein jour. Là je klaxonne. Ce chantier est situé dans une zone dangereuse. Il est très mal placé le camion. La visibilité est masquée à la fois par un virage et un sommet de côte.
aucun ouvrier n'est présent pour alterner la circulation. Je vais donc devoir serrer à gauche sur cette route étroite, sans savoir si quelqu'un arrive en face. En plus de ralentir nettement, j'ai donc intérêt à annoncer mon approche. Inutile de faire des appels de phare. En plein jour, ma voiture devrait être déjà visible pour que mes appels de phare soient perçus. La meilleure solution est donc de klaxonner. Ainsi, j'ai bon espoir qu'un usager arrivant en face comprenne que j'arrive en sens inverse, si celui-ci n'écoute pas de musique à un volume trop élevé. Réponse A et D. Vu que zéro visibilité, tout à fait. J'ai des horaires horribles aussi. Bienvenue au club. Enfin, bienvenue au club. Je vais pas me plaindre de mes horaires, mais ça donne pas... C'est pas forcément évident d'aménager tout ça après. Et du coup, j'ai pas trop le choix dans mes horaires pour l'instant. Le feu rouge me concerne. Pour les Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrête. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On est d'accord que ça, c'est pas le feu du bus, hein. C'est le nôtre. Par contre, ça veut dire que le bus a le droit de passer. Si je dis pas de bêtises. Le feu rouge me concerne, oui. Et je m'arrête. Ah oui. Enfin, il n'y a pas de piège en fait. Le feu dans lequel il est inscrit bus, clignotant, autorise les véhicules de transport en commun à passer. Il ne me concerne pas. Mais le feu qui s'adresse à tous les usagers est rouge. Et bien sûr, il me concerne. Je m'arrête. Réponse A et C. Il n'y avait pas de piège. Je suis réceptionniste en hôtellerie. Voilà. Pas grand chose à en dire de plus. Voilà. Au moins, j'ai pas de travail à la maison. Je ramène pas de travail à la maison. Et ça fait plaisir. Les piétons et les deux roues sont particulièrement touchés dans les accidents de la circulation. Parce qu'ils sont moins visibles, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Parce qu'ils n'ont pas de carrosserie, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ils sont particulièrement touchés dans les accidents de la circulation parce que... Oui, c'est pas mal du tout, je me plains pas. Parce qu'ils sont moins visibles. Est-ce qu'ils sont moins visibles? Un petit peu, ouais, et parce qu'ils n'ont pas de carrosserie. Allez, je vais dire les deux, oui. J'espère qu'il n'y a pas de piège sur le... Non, mais c'est les deux. C'est complètement les deux. C'était ça le piège. Les piétons et les deux roues représentent près de la moitié des tués chaque année, près de 1500. Les raisons sont bien identifiées. D'une part, leur faible gabarit les rend moins visibles. D'autre part, comme ils n'ont pas de carrosserie pour les protéger, les accidents dans lesquels ils sont impliqués sont souvent graves. Les autres usagers doivent en tenir compte. Ils doivent chercher à les détecter plus tôt et surtout respecter les règles spécifiques à leur égard. Laisser passer les piétons qui manifestent leur intention de traverser et respecter un intervalle minimum de sécurité suffisant en dépassant ou en croisant les usagers fragiles. Pour rappel, cet intervalle minimum est de 1 mètre en ville et 1,50 m hors agglomération. Réponse A et C. Très bien. On était pas mal sur cette série de 20 là pour l'instant. Je reste dans cette voie. Réponse A. Bah oui. Je me place dans la voie de droite. Ah bah non. Réponse B. Je devrais céder le passage. Réponse C. Je reste dans cette voie complètement, puisque ça c'est une voie de bus. Je me place dans la voie de droite. Non, c'est une voie de bus. Je devrais céder le passage. Certainement, oui. Certainement, sinon je lui coupe la route alors qu'il a le feu vert. Donc non, je me mets là. J'attends qu'il passe. Pas de piège. Le marquage large, à ma droite, délimite une voie réservée. Oui, il y a ça aussi. Comme l'inscription l'indique, elle est réservée au bus. Ce qui signifie qu'aucun autre usager n'est autorisé à y circuler. Donc même si je tourne à droite, je dois rester dans ma voie qui permet de tourner à droite, comme l'indique la flèche. Mais attention, dans mon rétroviseur, je vois un bus qui arrive. Avant de couper sa voie, je dois lui céder le passage. Surtout que son feu est au vert également. Je me prépare donc à m'arrêter. Réponse A et C. Ça ressemble beaucoup à la nouvelle, au nouveau quartier qui est proche de Montferrand, à Clermont. Stationner ainsi est autorisé, réponse A, gênant, réponse B, interdit, réponse C. Alors moi qui vais bosser à pied, c'est super pénible. C'est super pénible, je suis obligé de passer sur la route à chaque fois, surtout s'il y a des chiens et tout qui veulent me croquer. Stationner ainsi est-il autorisé? Non, c'est gênant. Il n'y a pas de... C'est gênant en fait, c'est juste gênant. Ah, c'est interdit aussi. Oh, mais c'est pas appliqué, arrêtez, c'est pas appliqué. Je suis stationné à cheval sur le trottoir.
les 2 roues de droite sur le trottoir et les 2 roues de gauche sur la route. Est-ce autorisé? C'est du Non. mytho. Sauf indication contraire, les trottoirs sont strictement réservés à la circulation Non, des piétons. Tout arrêt ou stationnement y est interdit. C'est du Et c'est pipeau. facile à comprendre. En stationnant à cet endroit, Mais je justement. gêne la circulation des piétons qui sont obligés de descendre sur la chaussée Oui. pour contourner ma voiture, surtout avec une poussette Mhm. ou un fauteuil roulant. C'est ce qui jamais les met en contraventionné, danger. on est Aussi, complètement d'accord. Il est normal que je sois verbalisé si je stationne à cet endroit, même si ma voiture n'est pas totalement sur le trottoir. Ouais, ouais. Réponse B et C. Alors c'est l'instant anecdote relou. Quand je vais bosser, je passe par une rue comme ça, c'est une très très longue ligne droite, c'est 15 minutes à pied pour la traverser. A fait un... Souvent, et enfin, je suis en tout cas que je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Trop bizarre, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous me recevez? Tout le monde est là? Tout le monde est là? Tout le monde est là? Vous me recevez? Bon, il a dû y avoir beaucoup de drops. En fait, alors ma connexion était meilleure que prévu ce matin, puisque j'avais laissé un stream en fond en 160p. Et ça ne dropait pas. Et la personne vient de faire un raid, en fait. J'étais sur le stream de Remook, pour rien vous cacher. Donc c'est bien, ça veut dire que la DSL tenait bien ce matin. Et ça m'a surpris, parce que du coup, il y a de la musique à popper. Bon, désolé, je m'y attendais pas. Voilà. J'en étais où? Si ça marche pas, F5, mais normalement ça devrait marcher. Bon, ça devrait marcher. On reprend. Donc, cette route qui est longue, machin, et il y a plein de... Ils ont refait des stationnements d'un côté de la route à chaque fois, et les bagnoles, qu'est-ce qu'elles font? Elles se garent sur le trottoir devant leur portail, alors qu'elles ont des garages pour mettre leur voiture, et qu'il y a des emplacements qui sont réservés pour stationner de l'autre côté de la route. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se garent devant chez eux, devant leur portail, en prenant bien toute la place pour que les piétons soient obligés de passer sur la route. Je dois passer une dizaine de bagnoles à chaque fois. Oh, ça m'a fait peur la musique là. Bon, je me suis trompé, c'est pas grave. En présence d'un accident, la première chose à faire est d'alerter les secours, réponse A, de réaliser les gestes de secours, réponse B, de repérer les dangers, réponse C. Alors, en présence d'un accident, la première chose à faire est... Je me suis déjà fait avoir sur cette question. Puisque j'avais dit, il faut appeler les secours et ensuite on voit. La première, une seule chose à faire. Et là, il va me dire alerter les secours, et là, je vais vraiment me fâcher si c'est ça. Parce que la dernière fois, il m'a dit l'inverse. La première chose à faire, en arrivant sur les lieux d'un accident, c'est de repérer ce qui peut être dangereux pour moi, pour les Oui, victimes oui, et c'est pour les logique. personnes situées à proximité, comme un risque d'incendie, d'explosion, d'effondrement ou de mouvement d'un Oui, c'est véhicule logique. par exemple. C'est Si logique. possible, je neutralise ce danger. Cela s'appelle protéger les lieux. Ensuite, je pourrais alerter les secours. Mais non, mais il m'a en dit ayant l'inverse, les là, éléments par contre. Là, je suis concernant pas l'état d'accord. et le nombre des victimes. Puis, je pourrais secourir les victimes selon ce qu'il m'est possible de faire, au moins les rassurer et les couvrir. Réponse C. Ok. Il m'a un peu dit l'inverse la dernière fois quand même. Hein. Il m'a dit il faut d'abord porter secours et ensuite alerter. Enfin, il faut d'abord aller voir si la personne respire et tout ça, puis alerter les secours. Mais en alertant les secours, ils vont me demander si la personne respire, si elle est consciente. Bon, c'est pas maîtrisé ça. Ça, c'est pas maîtrisé du tout. Protéger, c'est identifier les dangers, isoler, supprimer ces dangers, faire une évaluation de la situation. J'arrête mon véhicule à un endroit qui gêne le moins possible. Je suis d'accord, là, il est pas logique. Bon. J'arrête mon véhicule à un endroit qui gêne le moins possible et qui ne masque pas l'accident. Il est préférable de s'arrêter après l'accident sur l'accotement. Ainsi, les personnes qui s'occupent de la victime peuvent voir un danger arriver. Cela permettra aussi au secours de se mettre en place au plus près de l'accident. Je balise, je coupe le contact des véhicules impliqués, je veille à ce que personne ne fume, je fais en sorte que personne ne reste dans les véhicules. Signal lumineux est préférable. Il faut ensuite déterminer le nombre, l'âge approximatif et l'état des blessés. Sont-ils conscients? Est-ce qu'ils respirent? Est-il nécessaire de les déplacer? Quels sont les risques liés à la situation? Je peux lui parler, demander qu'elle me réponde, d'ouvrir les yeux.
Je peux observer les mouvements de son thorax ou m'approcher mon oreille de sa bouche pour détecter un souffle. Je peux poser ma main sur son thorax ou détecter un pouls au niveau d'un poignet ou du cou. Oh, on la traîne comme ça, d'accord. On la saisissant par les chevilles ou les poignets. Les poignets, c'est peut-être mieux pour éviter que la tête ne frotte. Ok. À ne faire qu'en cas de stricte nécessité. Si une personne est inconsciente mais qu'elle respire, on la met en PS. Voilà, si vous avez été dur, vous connaissez. Les vomis techniques, tout ça. Sur le principe, l'alerte doit être donnée avant de prodiguer les soins. Mais en cas d'urgence, forte hémorragie, détresse respiratoire ou cardiaque, et si plusieurs personnes sont sur place, il faudra les mettre en place le plus rapidement possible. Ok, sur le principe, l'alerte doit être donnée avant de prodiguer les soins. Mais avant de donner l'alerte, on vérifie l'état de la personne, puis on donne l'alerte, puis on prodigue les soins. On inverse soins et alerte en cas d'urgence. Ok. Ne pas lui donner à boire ou à manger, ok. Toujours dangereux si blessure au bras ou aux jambes de déplacer les gens, ouais. Éteindre un feu sur une personne avec un extincteur. Mieux vaut utiliser une couverture ou un vêtement pour étouffer le feu et le recouvrir d'eau. Ça, ils ne le disent pas. Mais bon, encore faut-il en avoir et avoir le temps. Retirer le casque d'un motard, parce que 5 secondes à cramer, c'est quand même beaucoup. Retirer le casque d'un motard. Le casque peut tenir en place une fracture, oui. Retirer un objet planté à la chair, sinon ça risque de pisser le sang. Tous les films d'horreur le disent. Ou lui décrire son état ou l'état des autres victimes risque d'angoisser. Ou tenter d'éteindre un incendie avec de l'eau risque de propager un feu d'hydrocarbures. Yes. Bon. Ok. Et du coup, j'étais bien parti et j'ai fait plein d'erreurs à la fin. Bon, 16. 2 grosses erreurs à la fin. Ça nous fait 8 erreurs sur 40. On était à 32 sur 40. Et il nous reste une série de 10 à faire. Une série de 10. Qui est là? La prédiction, c'était 10 fautes ou moins. Bon, on est dans les temps, hein. On est dans les temps. On progresse pas, les questions deviennent plus dures, mais on est dans les temps. Une victime qui respire est obligatoirement consciente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah non. Elle peut respirer et en même temps être complètement... Bref. Ce n'est pas parce qu'une victime respire qu'elle est consciente. Pour savoir si elle est consciente ou non, je peux par exemple lui poser des questions, lui demander d'ouvrir les yeux, ou encore de serrer ma main, sans entreprendre quoi que ce soit qui pourrait lui faire mal. Ne pas la pincer par exemple. En effet, une victime peut ressentir la douleur sans pouvoir l'exprimer. Réponse B. Okay. Un siège auto se place de préférence à l'avant droit, réponse A, à l'arrière droit, réponse B, à l'arrière gauche, réponse C. Quand je dors, je respire, mais je suis pas inconscient. Ouais. Oui, aussi, du coup. Par contre, si on essaye de t'appeler en faisant des bruits et que tu ne réponds pas et que tu ne fais que respirer, c'est que là, il y a un souci. Soit tu es sous l'emprise de somnifères, soit tu dors comme une masse, soit, dans le cas d'un accident, tu es inconscient. Un siège auto se place de préférence. À l'arrière gauche, non. À l'arrière droit ou à l'avant droit. En fait, là, il y a un autre paradoxe, puisque dans de précédentes questions, on avait vu qu'à l'avant droit, c'était pas terrible, mais ça permettait de rassurer le bébé quand il était pas bien. Et quand du coup, bah, ce qui est paradoxal, c'est que ça perturbe le conducteur. À l'arrière droit, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Je trouve que c'est le plus logique. Ça permet de le voir plus facilement. De préférence. Alors s'il me met 2 réponses, c'est vraiment abusé. J'hésite entre l'avant droit et l'arrière droit. La pratique des gens est l'arrière droit. À l'avant droit, ça a un avantage en termes de... Je crois qu'au niveau sécurité, le mieux c'est l'arrière droit quand même. Les places les plus sûres sont à l'arrière. Aussi, il n'est pas étonnant que l'on conseille de placer les sièges auto derrière, autant que faire se peut. Il est alors préférable de le placer côté droit, parce que l'on stationne le plus souvent du côté droit de la chaussée, et que c'est ainsi plus sûr et plus pratique de faire monter ou descendre l'enfant côté trottoir. Ok. Réponse B. C'est vrai que le côté descendre du trottoir est aussi très important. Par contre, ils sont pas à la première contradiction près, c'est que dans d'autres moments, ils ont conseillé de le mettre à l'avant,
parce que ça permettait de rassurer le bébé quand il était angoissé et que ça le permettait d'arrêter de le faire pleurer plus facilement pour éviter de stresser le conducteur. Bref, on met à l'arrière Tracter autant que une possible. caravane peut avoir une incidence sur la trajectoire du véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le freinage du véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est oui et oui, hein. Je sais pas quoi dire de plus. Tracter une Ça caravane change beaucoup n'est de choses, pas hein. sans conséquence sur le comportement d'une voiture. D'autant plus si elle pèse lourd et qu'elle offre une grande surface de prise au vent. Le poids supplémentaire entraîne un allongement des distances de freinage. En effet, la caravane pousse la voiture, en particulier dans les descentes ou lors des freinages. La caravane peut aussi entraîner des modifications de la trajectoire, en particulier s'il y a du vent ou si la vitesse est trop élevée. Ouais. Attention, la tenue de route d'une caravane est nettement moins bonne que celle de la voiture. Réponse A et C. Il me semble aussi que ça doit... J'ai l'impression que ça fait sous-virer un peu la voiture. Mais je dis peut-être des bêtises, donc je vais pas rentrer dans les J'ai explications. plus de risques de sortir de la route si ma voiture est lourdement chargée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ses pneus sont sous-gonflés. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, j'ai plus que de risques de sortir de la route si ma voiture est lourdement chargée. La réponse est oui. Des questions de transfert de masse et en plus, a fortiori, si le chargement est mal réparti. Si mes pneus sont sous-gonflés. Risque de glisser, de faire glisser le véhicule. Contrairement à ce À que l'on l'adhérence, pourrait ouais, c'est bien ça. croire, plus un véhicule est lourdement chargé, moins il tient la route, surtout si le chargement est placé en hauteur. D'autre part, des pneus sous-gonflés nuisent également à la tenue de route et à l'adhérence. C'est pourquoi lorsque le véhicule est lourdement chargé, les constructeurs préconisent généralement de surgonfler les pneus d'environ 300 grammes. Ok, Réponse A et C. ok. Très bien. Bon, ça va être bon pour la prédiction là, Euclidienne, hein. Ça paraît bien parti, hein. Ouf, il y a trop de bagnoles là. Ah bah oui, complètement, oui. Je renonce à ce dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lui, je sais pas à qui il veut doubler, mais il va juste doubler ce truc-là. Et il y a la flèche là, je passerai jamais, il y a trop de bagnoles devant, donc oui, évidemment, je renonce à ce dépassement, c'est facile ça. J'entame le dépassement d'une file de véhicules qui se suivent de près. Je n'aurai pas la place de me rabattre entre deux. Mais la voie dans laquelle je circule se termine, comme le signalent les panneaux bleus et les flèches de rabattement. Je n'ai donc pas le choix, je dois renoncer à ce dépassement et me rabattre dès que possible en faisant attention à la voiture visible dans mon rétroviseur. Ah oui, j'avais pas vu. Oups. Réponse A. Oups. J'ai pas regardé le rétro pour une fois. Écouter de la musique à volume élevé améliore la vigilance. Réponse A. Perturbe l'attention. Réponse B. Provoque une augmentation de la vitesse. Réponse C. Ça n'améliore pas la vigilance du tout, ça perturbe l'attention, ça c'est oui. Est-ce que ça provoque une augmentation de la vitesse? Est-ce que la musique nous fait accélérer? Peut-être bien, peut-être qu'il y a bien un effet là-dessus, mais... Bah je sais pas. Est-ce qu'il y a un lien? En fait, ça dépend si les gens savent se contrôler ou pas, mais oui, ça peut jouer dessus. Est-ce que est-ce que j'appuie sur C? Moi, le lien de cause à effet, je ne le vois pas. Enfin, c'est pas parce qu'on écoute de la musique à volume élevé qu'on va rouler plus vite. D'un autre côté, ça peut exciter et inciter à appuyer sur le champignon. Et le jeu va peut-être vouloir me dire, attention, quand vous écoutez de la musique à volume élevé, vous risquez d'avoir une augmentation de la vitesse. J'ai vraiment envie de répondre non à ça. Ça perturbe l'attention. On n'entend pas le régime moteur, je vais dire oui. Allez.
La musique peut être une source de distraction. Une distraction dangereuse si elle est écoutée à fort volume. Le conducteur s'isole, privé de certaines informations comme le bruit de son moteur, le bruit d'une moto qui approche, ou encore un coup de klaxon. Il devient moins attentif. L'isolement que provoque le bruit a une autre conséquence. Le conducteur ressent moins bien sa vitesse et il a tendance à rouler plus vite. Je peux être verbalisé si j'écoute de la musique à un niveau trop élevé. Et c'est bien normal. La sécurité des autres usagers en dépend. Réponse B et C. Ça c'est pareil, c'est jamais verbalisé. Hein. Bon. Pour économiser du carburant, je peux m'aider du compte-tours. Réponse A. De l'ordinateur de bord. Réponse B. De la jauge à carburant. Réponse C. Pour économiser du carburant, je peux utiliser le compte-tours pour voir à quel régime moteur je suis. Oui, c'est une bonne idée même, pour pouvoir passer à un rapport supérieur et donc économiser. L'ordinateur de bord, il doit y avoir il y a le système de... désolé, pas de soucis, t'inquiète pas. L'ordinateur de bord, oui, puisqu'il me donne en temps réel la consommation. Par contre, la jauge à carburant, ça n'a pas de rapport. C'est l'ordinateur de bord qui me donne la consommation de carburant. La jauge de carburant n'a pas de rapport avec ça. Le compte-tours, cadran à gauche de l'image, me permet de connaître la vitesse de rotation du moteur. Il affiche ici 2, ce qui signifie qu'il tourne à 2000 tours par minute. À quoi plus sert que ma cet machine à laver, accessoire? hein. À m'inciter à changer de rapport de vitesse. L'objectif est que le moteur tourne le moins vite possible, sans le faire peiner toutefois. Cela permet d'économiser la mécanique et du carburant. Si je n'ai pas de compte-tours, je peux aussi simplement écouter mon moteur. Son bruit est un très bon indicateur. Je peux aussi m'aider de l'ordinateur de bord. Celui-ci me permet généralement de connaître ma consommation instantanée au moment où je regarde, en litres pour 100 km parcourus. L'objectif est que sa valeur soit la plus basse possible. Yes. En revanche, la jauge de carburant n'est pas vraiment utile dans le cadre de la conduite économique. Elle donne la quantité de carburant restante, C'est ça. mais elle ne descend pas assez vite pour que je puisse en déduire quoi que ce soit, et heureusement. Réponse A et B. Alors, oui, mais sur certains véhicules, en fait, vous avez la jauge de carburant qui se symbolise par un nombre de kilomètres restants d'autonomie, entre guillemets, de carburant pour 82 km par exemple. Selon la façon qu'on conduit, il va plus ou moins s'ajuster. Donc il va pas se comporter comme l'ordinateur de bord avec 6 litres d'eau au 100 à cet instant T. Il va dire, il vous reste actuellement tant de kilomètres de carburant possible. Et puis il va s'adapter en fonction de notre façon de conduire. Donc la jauge de carburant ne sert pas vraiment, mais sur certains types de véhicules, c'est encore un autre dispositif qui s'affiche et ça peut donner un indicateur. Parce qu'il n'est pas mis sur une jauge, mais il est mis sur un compteur. Ce qui revient à peu près au même que ça. Mais en moins précis. Certains liquides doivent être remplacés régulièrement. C'est le cas de l'huile moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du liquide de frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ça va devenir un running gag, le liquide de frein. Non, on ne change pas le liquide de frein. Si on rajoute du liquide de frein, c'est qu'il y a une fuite. Donc il ne faut pas le remplacer régulièrement. C'est un circuit interne, on ne touche pas au liquide de frein. Donc ça, c'est bien compris. L'huile moteur, oui, il faut faire les niveaux réguliers. Quoi ? Les divers liquides présents dans une voiture ont généralement une durée de vie limitée. C'est le cas bien sûr de ceux que l'on consomme. Régulièrement, Le c'est tous les carburant 4 et le ans, vous êtes lave-glace, par sérieux ? exemple, dont il faut ajuster le niveau avant que leur réservoir soit vide. Mais c'est le cas aussi des liquides que l'on ne consomme pas. L'huile, qu'il faut remplacer tous les 20 000 ou 30 000 km environ, ou tous les 1 à 2 ans selon les modèles. Mais aussi le liquide de frein, qui perd de ses qualités et qu'il faut remplacer parfois au bout de 40 000 km à 60 km ou 2 à 4 ans. D'autres liquides, comme le liquide de refroidissement ou de direction, peuvent avoir également une périodicité de vidange. Pour le savoir, je consulte la notice d'utilisation et le carnet d'entretien de ma voiture. Réponse A et C. Oui, tous les 4 ans, c'est régulier, oui. C'est vrai que dans le cadre d'un cycle de bagnole, 4 ans, c'est régulier. En plus, tous les 4 ans, il y a la régularité. Le running gag, je me suis fait avoir comme un bleu. Ok. Non, moi je croyais que le liquide de frein ça restait 10 ans et puis que
Dès qu'il y avait une fuite, hop, on changeait. Ok, bon, je savais pas qu'on faisait de la vidange de liquide de frein. Très bien. Le carnet d'entretien indique comment changer une roue. Réponse A. Permet de mieux vendre sa voiture. Réponse B. Indique le détail des révisions réalisées. Réponse C. Le carnet d'entretien, il n'indique pas comment changer une roue. C'est la notice, zut, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le livret, de bagnole, quoi. Le carnet d'entretien, ça indique toutes les révisions qui ont été faites et ça permet de mieux vendre sa voiture aussi, puisqu'on sait ce qui s'est passé, donc la personne connaît la liste des choses qui ont été opérées dessus. Ce n'est pas dans le carnet d'entretien que je trouverai Notice comment d'utilisation. changer une roue, mais plutôt dans la notice d'utilisation du véhicule. Ce sont deux documents différents. Dans le carnet d'entretien, je trouverai quoi faire pour bien entretenir ma voiture, et en particulier le moteur. À quelle fréquence faire les révisions, en temps et en kilomètres, ce qu'il faut vidanger, contrôler, remplacer, nettoyer, ainsi que ce qui a déjà été fait depuis sa mise en circulation. C'est donc un document important qui retrace tout l'entretien du véhicule. En cas de revente de celui-ci, c'est un bon moyen de prouver que le Oui. véhicule est en bon état, sinon il faudra se référer aux factures, ce qui est plus compliqué. Réponse B et C. La prévision d'Euclidean est cette fois-ci complètement validée. Là, on est sûr de faire 10 fautes ou moins sur 50. Ça veut dire que c'était mieux que d'habitude. Une voie d'accélération permet de réduire la différence de vitesse entre les véhicules. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une différence de vitesse importante peut provoquer un accident. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Une voie d'accélération permet de réduire la différence de vitesse entre les véhicules. Oui, c'est une voie d'insertion. Ça me permet de ne pas arriver à 20 km/h alors que les autres sont à 90 ou 110 ou 130. Une différence de vitesse importante peut provoquer un accident. Mais oui, tout à fait. Et 9 Il fautes est sur très 50. difficile d'estimer la 41 vitesse sur d'un 50. véhicule C'est circulant bien, dans le c'est même mieux. sens. Or, les écarts de Un vitesse peu mieux. entre les usagers sont source d'accidents. Et si l'écart est trop élevé, ces accidents peuvent être mortels. Le rôle d'une voie d'accélération, aussi appelée voie d'insertion, est justement de faciliter l'insertion des véhicules sur une chaussée où les usagers circulent à une vitesse relativement élevée, jusqu'à 130 km/h sur l'autoroute. C'est une voie qui fait généralement plusieurs centaines de mètres, spécialement aménagée pour les usagers qui entrent, afin qu'ils aient le temps de prendre de la vitesse. Ils peuvent alors s'insérer dans une voie de non. circulation normale, sans gêner les usagers qui circulent plus vite. À part sur le périphérique parisien, les usagers qui utilisent une voie d'insertion doivent généralement céder le passage aux véhicules circulant dans les autres voies. Réponse A et C. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait tomber et où je l'ai fait tomber? Oh là là. Bon, et ben c'est beau. C'est beau, c'était bien. C'était bien. Petit peu le somme sur celle-là. Bon. 41 sur 50. Bons exercices ce matin. On a un petit peu progressé. On fait de la vidange de liquide de frein, je vais pas m'en remettre. Du 1 au 15, le 1 c'est impair, côté impair de la route. Du 16 au 31, le 16 est pair, c'est du côté pair. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme erreur qu'il faut retenir? Sur l'imprévisibilité, ce sont les enfants qui peuvent courir, tout ça, sur les trottoirs, faut faire très gaffe. Bon, bah c'était bien. On fera pas de panneau aujourd'hui, parce qu'il est déjà 11h06, 1h34 de stream. Du coup, on va passer tout de suite au raid. Merci d'avoir suivi. Restez bien pour le raid. On se retrouve demain de 23h à 1h du matin pour Stories Untold. C'est de l'horreur. On va voir si j'ai peur ou pas. Je pense que j'aurai moins peur quand même que Layers of Fear, qui est très très bien fait pour ça. Après Stories Untold est certainement très bien fait aussi, mais ce sera pas la même frayeur. Ah bah zut, je voulais raid quelqu'un qui n'est pas en ligne. Il ne stream pas Clem le mercredi. Ok, alors on va trouver. Ne vous inquiétez pas, on va trouver. Je sais pas encore après. J'ai pas encore réfléchi à ce que je faisais après celui-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue à ça? Il y a personne qui joue à ça. Il y a personne qui fait de code de la route, évidemment. Ce serait rigolo de raid pour du code de la route.
Ça m'éclaterait bien. Code de la route. Live. Ah mais si, il y a bien quelqu'un qui fait du code de la route. On est deux. Eh ben on va faire ça. Allez. On va raid Zephyra. C'est rigolo ça. On va voir comment est son niveau par rapport au mien. Allez, vous lui envoyez plein de bisous. Et puis on se dit à demain ou à bientôt sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, surtout sur Discord. Faudrait que je retweete un moment. Ce serait pas mal. Je sais pas trop qu'est-ce que j'aurais à vous dire d'intéressant, mais il faudrait que je réutilise mon Twitter. Prenez soin de vous. Des bisous.